Donc on est très heureux en cette année anniversaire de pouvoir retracer toute l'histoire de l'Alliance française et je vois dans cette salle plusieurs personnes qui y participent en tant que bénévoles, en tant qu'anciens membres du conseil d'administration, en tant qu'actuels membres du conseil d'administration. Donc merci à tous, enseignantes également. Merci beaucoup à tous de faire vivre l'Alliance française, chacun à votre échelle et avec votre engagement, votre travail, votre soutien. Donc vraiment, voilà. Comme vous le savez, l'Alliance française a une mission double, une première qui est celle de l'enseignement du français et la seconde qui est celle de la promotion des cultures francophones. Et dans le cadre de cette mission culturelle, il est important pour nous de donner une large place à la culture et aux cultures de Louisiane, et notamment à tout ce qui a trait à la francophonie louisianaise. Et c'est donc voilà, un plaisir d'autant plus grand d'accueillir Zachary Richard ce soir, qui est une figure voilà, emblématique de la francophonie louisianaise, qui est un ambassadeur voilà, les plus importants de la Louisiane. Donc merci beaucoup à tous. Ce sera donc Joselle Dunn qui sera notre maître de cérémonie ce soir pour donner la parole à Zachary. Et je vous propose d'écouter maintenant Rodolphe Sambou, qui est consul général de France en Louisiane et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Merci Émilie, merci à tous d'être présents. On est particulièrement heureux ce soir de recevoir Zachary Richard pour qu'il nous présente, pour nous parler de son œuvre et nous présente son roman. Comme l'a souligné Émilie, c'est un ambassadeur éminent de la francophonie louisianaise qui fait vivre, qui fait battre le cœur de la langue française dans toute la Louisiane, mais dans l'ensemble aussi du monde francophone. C'est-à-dire que c'est à la fois un auteur qui est enraciné en Louisiane, mais qui se projette à la fois sur l'ensemble des États-Unis et dont l'œuvre a su rayonner au-delà de la Louisiane. Donc on est vraiment particulièrement fiers de le recevoir à plusieurs égards, parce que d'abord c'est un des premiers romans publiés en langue française depuis très très longtemps, depuis plus de 30 ans je crois. Donc c'est vraiment 40, dis-moi. 1980, je crois. 130 ans. Non. C'est 45 ans, je suis trop vieux pour moi. Pour moi, les années 80, c'est toujours 20 ans. Donc c'est pour ça, vraiment. C'est pour ça. Je suis aussi heureux d'avoir pu lire que dans son œuvre est présente la dimension environnementale, qui est une préoccupation commune à la France et à la Louisiane, comme vous pouvez le voir aussi sur ces murs. La cause environnementale est une cause universelle, mais sur laquelle l'action du consulat aussi s'est projetée. Donc j'étais très très heureux de voir que dans cette œuvre, cette dimension était aussi présente. Donc vraiment, réservez-lui le meilleur accueil. Je vous souhaite une excellente soirée et j'ai le plaisir de vous accueillir. Oui, non, mais c'est ça. Vous avez 25 ans, c'est ça, comme moi? Ok. Voilà. 1, 2, 3. Merci. Alors, sans plus retarder, je voudrais remercier l'Alliance française, Émilie et Carla, pour l'accueil. J'aimerais vous remercier de votre présence et je suis honoré par la présence du consul de France, ex et nouveau. Donc, on a vraiment un beau contingent diplomatique. Et je voudrais surtout remercier mon ami et mon collègue Joseph Dunn pour me guider à travers le labyrinthe de cette causerie, surtout que je lui ai vraiment écrit toutes les questions à l'avance. Je me suis assuré qu'il n'y a pas de questions de piège. Alors sans plus tarder, peut-être on pourrait passer à l'interrogatoire. Tout à fait. Donc c'est à mon tour maintenant de remercier Émilie, Carla, l'équipe de l'Alliance française et le consul général et ancien consul général de leur présence ce soir et de votre présence à vous tous et toutes. Monsieur Richard, c'est un vrai honneur pour moi d'être invité à mener cette causerie avec toi ce soir parce que on a passé un peu de temps ensemble à Montréal lors du lancement du livre
en novembre dernier. Et c'est de là où cette idée a un peu germé et nous sommes ce soir, après toute cette conversation qu'on a eue déjà à Montréal. Je vais commencer par une citation d'un autre livre qui fut publié en 1881. C'était un livre scolaire, l'histoire de la Louisiane racontée aux enfants louisianais par une certaine Laure Andry, qui écrit « Nous devons remarquer ici, mes enfants, quelle importance nos ancêtres attachaient au maintien de la langue française en Louisiane. Ils comprenaient bien tout ce que l'introduction d'une langue étrangère, l'anglais, leur ferait perdre de leurs droits. Car ce n'est point une vaine question que cette question du langage, c'est une question d'indépendance et de nationalité. Aussi les Louisianais doivent-ils considérer l'usage de la langue française comme un lien qui les unit entre eux. Elle fut parlée par leur père, elle doit l'être par leurs enfants. » Donc c'est 14 ans avant la publication du dernier roman publié en français en Louisiane par Sidonie de la Houssaye, Les Carterons de la Nouvelle-Orléans. Et donc, avec ce roman que tu as publié, Les Rafales du Carême, nous commençons au sud-ouest de la Louisiane en 1882. On met la scène. Donc, nous sommes 16 ans après la fin de la guerre de sécession, 5 ans après la fin de la Reconstruction, donc le retrait des nordistes de la Louisiane, et il y a un drame. Monsieur. Je voudrais aussi... est-ce qu'on a le sonorisateur? Parce que c'est un peu boomy, là, les moyens, on peut baisser peut-être le niveau de son, ça sera plaisant un peu pour tout le monde. Donc on va prendre je ne sais pas où est le table de mixage, mais j'étais sonorisateur dans un ancien vie, ça fait que si vous baissez le niveau tout simplement, je pense qu'on va passer une soirée bien plus agréable. Merci beaucoup. Alors, je voudrais signaler la présence de Dana Press, des éditions Tintamarre, parce que à lui tout seul, enfin aux éditions, il y a son collègue Ryan Doherty qui est ici avec nous aussi. À eux tout seuls, ils portent à bout de bras la littérature louisianaise qui a eu une très longue et riche histoire qui est occultée par l'assimilation. Donc, il faut comprendre que je vous arrive non pas comme militant, mais comme romancier. Et mon devoir n'est pas de défendre la langue française, de promouvoir la culture française. Mon devoir est de créer un contexte dans lequel le lecteur et la lectrice peuvent sentir une émotion. C'est de l'humanité, c'est de l'art, c'est pas de la propagande. Mais il se trouve que c'est dans un contexte qui est fort intéressant parce qu'effectivement, Sidonie de la Houssaye, et c'est toute une histoire parce qu'en fait, ce n'était pas un roman comme on le comprend aujourd'hui, c'était des feuillets publiés dans les journaux. Mais ça s'est cessé l'année de son décès, qui était effectivement 1894, ou selon le calcul du consul de France, 1980. Pendant 4 ans. J'ai toujours été mauvais en maths. Mais bon, c'est évident aussi que je tiens une grande fierté de pouvoir illustrer la ténacité et la résistance, l'entêtement de la langue française. Vous connaissez tous, je n'ai pas besoin d'utiliser le métaphore ou l'expliquer parce qu'on habite sur la prairie des Atacama à l'ouest d'ici et en dessous du sol, il y a une rivière souterraine qui coule et on ne le voit pas. Mais si on creuse, on le trouve. Donc c'est un peu ça l'histoire, pour moi, de la langue française en Louisiane. Elle est présente, il s'agit de prendre sa pelle et de pelleter un trou, et puis on va le trouver, et puis
enracinement qui est assez mystérieuse pour moi dans la mesure que, bon, je suis américain, ça fait 250 ans que ma famille est en Louisiane, on a vécu depuis un siècle une assimilation efficace, mais malgré cela, je suis là ce soir à la Nouvelle-Orléans en train de vous parler en français. Donc il y a quelque chose de... Enfin, j'ai pu contribuer à la cause, mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Joseph. Non, je me taquine. Mais bon, c'est à cause d'une force d'attraction, ou de moléculaire, ou de chromosomique, ou je ne sais pas quoi, là. Mais une fois qu'on est sensibilisé à cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de s'engager. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste pour la langue française en Louisiane, parce que la nouvelle génération, c'est pas facile d'apprendre une langue. Si on pouvait juste faire une pilule pour être francophone, on pourrait faire des millions. Je sais pas, c'est des... comment ça s'appelait ça existe encore des K&A ou K&B. Non, on regarderait au K&B, puis on vendrait des pilules pour devenir francophone, on pourrait faire fureur, mais c'est pas facile. Il faut toujours se débattre. Mais moi, je me réjouis, en quelque sorte, d'avoir ce défi. Ça nous oblige à concevoir la possibilité d'un avenir. Et ça nous oblige à espérer. Parce que sans espoir, bon, il n'y a pas d'action. Donc, voilà, prochaine question. Non, c'est bien ce que tu dis, parce que très souvent, moi-même, j'ai dit que le français, c'était une langue qui m'habitait quelque part dans les gènes. Il fallait juste mettre la clé au contact pour que cela redémarre. Et moi, je parle français depuis que je suis tout petit garçon aussi. Mais tout ce que tu dis là, à propos de cette rivière qui est cachée, d'accord, moi aussi, j'ai cette impression que de parler français nous permet aussi de mieux appréhender l'histoire, les lieux, toutes les différentes couches qui ont été invisibilisées, comme tu disais, par l'américanisation et l'imposition de la langue anglaise, telle que Laure Andry l'a décrite en 1881, une langue étrangère qui nous fut imposée par cette américanisation. Mais donc, il y a également dans cette histoire que tu racontes, dans le roman, c'est une histoire qui a eu lieu en langue française. Donc tout ce contexte dans lequel cette histoire a lieu, c'est un contexte francophone, c'est un contexte même créolophone à quelque part, qui, sans la langue française, a du mal à être véhiculé, je dirais. Donc il y a aussi un drame là-dedans, le drame du meurtre de ce personnage dans le livre est aussi un drame lié à la langue, lié à la culture, lié à la transmission de quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis? Pour moi, une des grandes ambitions de ce projet-là, c'était de rendre hommage à cette culture francophone de mes grands-parents, qui étaient unilingues francophones. Donc il y avait une joie de vivre, il y avait une conception de l'univers, il y avait toute une cosmologie à l'intérieur de la culture cadienne qui était très très séduisant pour moi, comme j'ai vécu ça au genoux de mes grands-parents. Alors je voulais rendre hommage à reculant. Le projet est parti d'un fait divers réel qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, dans mon village, dans ma famille, et on en parlait encore un siècle plus tard. Mon arrière-grand-père avait engagé 2 Français de France, des orphelins soi-disant de 18 et 19 ans, qui ont travaillé sur la ferme de mon arrière-grand-père chose,
Et puis, à un moment donné, ben, ils sont merdés à faire la vie de fermier parce qu'ils sont arrivés avec des rêves de gloire, nourris apparemment par des romans jaunes qui étaient des romans à sensation qu'on publiait à l'époque et avec toute une espèce de fantasme du Wild West. Alors, ils se sont dit, ils ont dérobé un marchand du village et ils ont fini par l'assassiner. Moi, j'ai entendu cette histoire toute ma vie. Ma vieille tante Marie, qui est morte, elle est au paradis maintenant parce que, bon, elle avait tous ses souhaits. Elle est morte chez les Carmélites en priant le chapelet à 100 ans. Donc, en tout cas, et elle avait vécu l'histoire. Elle connaissait les petits français. Elle était très jeune, mais elle a connu cette histoire-là. Et j'ai entendu cette histoire-là, c'était toujours très célèbre. Et moi, je trouvais ça vraiment très passionnant. Alors, je voulais l'écrire. Alors, j'ai commencé il y a 30 ans, je pense, remplir des cahiers à pattes de mouche qui sont aujourd'hui illisibles. Et je partais parce que j'ai un autre métier, et je partais en tournée, et je revenais et je relisais mes manuscrits, et je constatais que c'était excusez l'expression, c'était de la merde. Alors j'ai jeté, puis j'ai recommencé. Et alors j'ai compris que on ne peut pas être dilettante si on veut être romancier. C'est un travail de maçon. C'est une brique à la fois, à tous les jours. Alors, grâce au Covid, j'avais une interruption dans ma carrière musicale et j'ai pu consacrer 1 heure par jour à tous les jours. Il y a des fois, cette tournée, j'étais parti, c'était 5-6 heures des fois, mais au moins 1 heure par jour, parce qu'il faut écouter la voix du roman jusqu'à ce qu'il cesse de vous parler. Donc, je n'avais pas compris ça, mais en fait, grâce à la pandémie, j'ai eu 2 ans devant moi. Et puis là, c'était comme la boîte de Pandore. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Je n'avais pas de plan. Comme apparemment, il y a des auteurs qui ont tout ça bien compris à l'avance. Et moi, je voulais tout simplement raconter cette histoire-là et rendre hommage à cette époque, à cette culture francophone, et en même temps explorer des thèmes d'amour et de pardon. Parce que finalement, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour déchu, c'est une histoire de trahison, mais c'est quand même de l'humanité. Donc là, je me répète, mais ce que je voulais faire, c'était de toucher le lecteur, la lectrice, avec une émotion qui allait me permettre à communiquer une valeur. Et puis bon, la mission se confond entre propagande et divertissement. C'est important d'emmener le lecteur, la lectrice quelque part pour les donner des idées. Puis là, j'avais un tremplin. Et le tremplin, c'était cette histoire que j'ai entendue toute ma vie. Alors, si vous allez, comme j'ai fait au Historical New Orleans Collection, et puis vous regardez l'abeille, que vous connaissez, c'était le dernier journal de langue française qui a cessé de publication en 1916, mais peu importe, ce microfilm, on peut trouver, parce que il y avait un fait divers. Ils étaient, je ne vais pas vous raconter l'intrigue, mais allons dire que ils ont été enlevés de Lafayette par peur de lynchage, installés à Nouvelle-Orléans, où ils fréquentaient les journalistes qui ont fini par écrire leur histoire. Et moi, j'ai consulté ça, et ma passion, parce que je suis historien de formation, ça fait que bon, c'est une période fascinante où il y a une société qui est en train de se reconstruire. Les riches sont pauvres, les pauvres sont encore plus pauvres.
les esclaves sont libres et ils sont aussi misérables dans la liberté que dans l'esclavagisme, pour un certain temps, allons dire. Mais donc, dans cette espèce de tourbillon de culture, il y a une histoire de trahison d'amour. Donc, c'était pour un auteur des grandes épopées, des grands événements, des guerres, des bouleversements. C'est un terrain très riche. Donc, on peut aller exciter l'imagination des lecteurs avec toutes sortes de choses. D'abord, c'est une histoire, enfin, c'est un roman historique, entre guillemets. Mais moi, je résiste ce terme, je n'aime pas. Parce que ça met dans un carcan. C'est un roman. C'est un roman qui se passe dans le passé, dans un passé historique, mais ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un cours d'histoire. C'est un roman qui parle d'humanité et des êtres humains que j'espère de pouvoir décrire d'une façon que les lecteurs vont trouver intéressant. Mais il y a aussi la question de langue, parce que dans cette espèce de voyage de 30 ans qui a fini par la publication du livre, je l'ai commencé 3 fois, commencé au complet. 2 fois en français et 1 fois en anglais. Parce qu'il faut bien dire que je suis plus à l'aise à l'écriture anglophone. Mon style de syntaxe est assez étrange, pour ainsi dire. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas raconter cette histoire en anglais. Et je suis assez réticent parce qu'on me propose une traduction en anglais d'abord, et puis je ne sais pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait une astuce extrêmement astucieux pour pouvoir permettre à ce livre-là de se faire en anglais sans tomber dans le William Faulkner Yoknapatawpha County. Donc, il y a un aspect francophone qui est majeur, mais qui n'est pas la mission. Je retourne toujours à la mission principale, c'est de raconter l'histoire. Donc la traduction, c'est toujours quelque chose de très délicat, parce que bon, j'ai déjà vu par exemple des récits des esclaves qui ont été recueillis dans les années 30 en ce qu'on appelait à l'époque le dialecte des Noirs en anglais, mais cette traduction a été faite dans un registre de français très académique et ça perd toute sa texture et toute sa patine de langage. Et bon, avec toute la mosaïque et toute la panoplie de personnages que tu as créés, soit-ils basés sur des personnages réels. Il y a une aventure à la Nouvelle-Orléans, il y a la construction du chemin de fer. Donc il y a toute cette période de l'histoire que tu racontes et c'est très facile à suivre si l'on connaît bien la géographie de la Louisiane, un peu cette période de l'histoire. Est-ce que, quand tu étais dans cette écriture, est-ce que tu te posais la question, mais comment mes lecteurs, qui ne seront pas pour la plupart louisianais, vont pouvoir se placer, se positionner vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de... Parce que, bon, de un, tu casses un peu quelques mythes, parce que tu commences avec un personnage acadien, cajun, ancien esclavagiste, qui, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ne rentre pas dans la case de ce que l'on s'imagine comme les Cajuns en Louisiane, comme des pauvres illettrés qui n'étaient pas du tout dans cette société de planteurs ou de maîtres d'esclaves. Donc déjà, tu sors un peu des sentiers battus avec l'histoire des Cajuns. Et bon, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le développement de ces différents personnages et comment tu les plaçais vis-à-vis de ton lectorat? Je crois que la question c'est que est-ce que j'avais une espèce d'idée fixe pour pouvoir utiliser ces situations pour décrire, pour faire découvrir une époque. Non. Moi, je voulais juste raconter une histoire. Et ma fidélité était à l'histoire. C'est aussi important
pour moi, de raconter une histoire crédible. Donc c'est dans une époque, et puis j'ai joué avec les dates, par la force des choses, mais il y a des dates qui sont incontournables. Le Commune de Paris, c'était 1871, c'est pas ailleurs. La fin de la guerre de sécession, c'est 1865. Donc il y a des incontournables, mais pour le reste, j'ai pu manipuler les dates à la fin de l'intrigue. Mais là encore, c'était pas je voulais pas faire un livre d'histoire. Je voulais raconter une histoire. Et avec toute la liberté qui est permise aux romanciers, c'est la fiction. Et donc, c'était aussi intéressant parce que je pense que je vais pouvoir toucher un peu à la question que tu poses, Joseph, en disant qu'il y avait des thèmes qui m'étaient importants. Et notamment la relation entre noir et blanc dans cette culture où le métissage nous a donné toutes nos richesses, culinaires, musicales, etc., mais aussi un héritage de racisme et de préjugés pénibles. Donc on se débat encore avec aujourd'hui. Donc, il y avait un esclavagiste et son esclave. Son esclave qui est devenu son partenaire en affaires parce que le patriarche, il voulait retrouver sa gloire qui était perdue par la guerre de sécession. Donc, la meilleure façon de le faire dans cette Louisiane, à cette époque-là, c'était les courses à chevaux. Donc, il avait besoin d'un entraîneur. Il se trouvait que le meilleur entraîneur du pays, c'était son ancien esclave. Mais là, l'ancien esclave n'était plus l'esclave. Il ne pouvait pas lui dire, l'esclavagiste ne pouvait pas lui dire que faire. Donc, il y avait une négociation obligatoire. Donc, je voulais donner une espèce de nuance à cette relation de métissage. C'est trop... Enfin, c'est sans intérêt de dire, OK, il y a des blancs, il y a des noirs, ils s'haïssent, puis il y a des préjugés, et puis il y a de la violence, et puis il y a ça. Mais il y a aussi de l'humanité là-dedans. Et c'est un sujet qui est encore tabou chez nous, le métissage. Donc, je voulais quand même le traiter parce que, bon, il y a deux protagonistes principaux. Il y a le André Boudreau, qui est jockey et célèbre, le petit-fils du patriarche. Et il y a l'autre André Boudreau, qui est aussi petit-fils, mais dans un concubinage avec une femme d'héritage africaine, qui fait que cette espèce de tête de Janus, de deux identités, qui représentent quelque part pour moi cette espèce de relation difficile. Je voulais en parler, mais pas en faisant un essai, en racontant l'histoire de deux êtres humains qui ont une relation très très difficile, mais qui sont un miroir l'un de l'autre. C'est juste qu'un est métissé et l'autre ne l'est pas. Et ça m'a permis d'explorer cette relation à la fois d'une richesse très profonde, mais aussi d'une pénurie et d'une pénibilité qu'on souffre encore aujourd'hui en Louisiane. Et il y a ça, il y a aussi la Commune de Paris, parce que bon, je suis allé à Historical New Orleans Collection, puis je voyais les articles sur l'histoire des Français, dont le consul de France est intervenu avec énormément d'énergie pour les faire libérer, sans succès, parce qu'ils étaient finalement pendus à Lafayette. Est-ce que c'était Abzac, à l'époque, le consul d'Abzac? Je ne peux pas te dire parce que c'est de la fiction. D'accord. Je sais qu'il y avait, il s'appelait comment, mais bon. Mais en regardant dans la veille, qu'est-ce que je vois? Je vois une publicité pour le spectacle de Sarah Bernard. Alors je dis, OK. Là, ça devient intéressant parce que il y a
j'ai pu, avec mon fantasme d'historien frustré, il y a Sarah Bernard, il y a Wild Bill Cody, il y a Buffalo Bill Cody, il y a Pierre-Gustave Toutain-Beauregard, il y a même Gabriel Dumont, tous des personnages de l'époque. J'ai pu faire passer là-dedans. Et il y a une scène où je ne vais pas trahir l'intrigue. À un moment donné, Sarah Bernard joue à Nouvelle-Orléans et puis le Pierre-Gustave Toutain-Beauregard, notre cher petit Napoléon Hongrie, l'invite à une expédition de chasse à Lac Salvador. Donc ils partent, puis bon, elle qui était l'original, enfin la première vedette internationale, aussi une femme du monde et une femme forte, elle tient tête à ces gens-là. Et puis justement, il y a une scène après la chasse au canard où bon, il y a les Noirs, les anciens esclaves qui cuisinent pour les Blancs à table, mais il y a ce fameux bras coupé, qui est un ancien esclave de Beauregard, qui arrive avec des girolles, ou des chanterelles, en fait des champignons qu'il trouve dans le bois, qui les présente, il y en a juste assez pour remplir un chapeau, il les présente à Sarah Bernard. Et elle, grâce à son humanité, l'invite à s'asseoir auprès d'elle dans cette table d'anciens esclavagistes. Donc, il y a une grande malaise. Et donc, j'ai pu explorer cette humanité d'une façon qui m'intéressait. Pas juste de dire, OK, ben. Alors, je ne sais pas ce qu'était ta question, mais elle était bonne. Non, c'est bien. Je suis très heureux que tu aies abordé cette question de tension parce que, bon, si il y a une chose que j'aurais, moi, aimé voir développer davantage, c'était la relation entre ces deux André. Parce que, comme il disait, il y a ses cousins germains dont les pères sont frères, mais l'un est métissé et l'autre est blanc. Il y a cette tension entre les deux. Et là, je voulais vraiment qu'il arrive quelque chose entre ces deux garçons parce que je voyais cette tension. Et c'est vraiment... Moi, quand je lisais le bouquin, je tournais les pages parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. C'était à ce point-là. Mais je voulais vraiment qu'il y ait plus de relations entre ces deux garçons-là, parce que là, il y a de quoi explorer. Autrement, tu mentionnais cette tension, et je pense vraiment que pour les lecteurs internationaux, c'est un peu difficile pour eux de comprendre à quel point des choses que l'on vit aujourd'hui émanent encore de cette période, parce que non seulement il y a la scène avec Bras coupé et Sarah Bernard, il y a également une autre scène où, qui, je pense que tu t'es inspiré de l'histoire d'Amédée Hardouin et la limonade ou quelque chose qui lui était donné par une fille blanche, et également au début de l'histoire, il y a Marie Agélas qui est dans la maison. Et elle joue aux cartes avec la maîtresse de la maison et son mari arrive et dit à son épouse: je ne veux pas voir cette femme dans la maison. Donc il y a encore aujourd'hui, comme tu disais, ces tensions entre les blancs et les noirs en Guyane qui émènent évidemment encore une fois de cette période. Oui, bien dit. Alors, je ne sais pas s'il y a une question là-dedans, mais bon, c'est évident que c'est une histoire très très pénible dont on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Alors, Joseph parlait d'Amédée Hardouin. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas, mes amis du Québec, ils ne le connaissent pas, mais Amédée Hardouin, c'est le pionnier, c'est l'aïeul de tout le monde. C'était un joueur d'accordéon à l'époque, parce que bon, c'est aussi très intéressant parce que le chemin de fer est un personnage dans ce livre. Donc, et il faut comprendre historiquement, en 1881, on est parti de Nouvelle-Orléans, puis on a monté le bayou Noir, bayou Teche, on a fini à Lafayette, puis de Lafayette, on est allé tirer à la boussole jusqu'à Houston, jusqu'à Los Angeles. Donc, ça a ouvert le pays.
Et un pays qui était totalement isolé, et grâce à cet isolement, je parle encore français, parce que c'était l'isolement social, économique, politique et culturel de mes ancêtres acadiens, petits habitants, qui a permis la langue française de perdurer en Louisiane quand l'aristocratie franco-créole de la Nouvelle-Orléans s'est mise à parler anglais après la guerre de sécession. Mais peu importe, il y a le chemin de fer, les marchands, et l'histoire de la Louisiane est tellement fascinante, c'est les marchands juifs, Mervyn Kahn de Crowley, qui a apporté le premier accordéon, qui était, comme vous savez tous, inventé à Vienne en 1828. Donc, l'accordéon à 10 boutons, dit Cajun, était résistant, parce qu'il y a 40 onces. Donc, on perd 30 et ça joue encore. Donc, sur la frontière, c'est un instrument excellent. Tandis qu'on a un violon, on casse une corde, puis bon, terminé. Donc, c'était l'instrument de la frontière. Et moi, je vais mettre mon chapeau d'historien. Dans le creuset de cette fin de siècle, quand le chemin de fer arrive, on a un phénomène qui est le même phénomène que la création du jazz à Nouvelle-Orléans, sauf qu'à la place de se faire avec des instruments de cuivre et des fanfares, ça s'est fait avec un accordéon et un violon. Et les deux pionniers, c'est Dennis McGee, et ça se dit tout, parce que Dennis McGee, c'est l'aïeul de tout le monde, le grand-père de la musique cajun, et son nom est irlandais. Donc on lui a demandé, Monsieur McGee, vous êtes Cajun? Il dit oui, mais votre nom est irlandais. Il dit ouais, tous les McGee que moi je connais sont des Cajuns. On est dans une espèce d'assimilation, de melting pot, où la langue française domine. Et là-dedans, il y a Amadé Ardouin, qui est l'accordéoniste, avec Dennis McGee, ils ont créé tout. Après, il y a Éré Lejeune, après, il y a Steve Riley, puis ainsi de suite. Mais la tradition musicale du sud-ouest de la Louisiane, ce qu'on appelait la musique française à l'époque, elle était créée dans un creuset qui ressemble beaucoup à ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans, mais avec d'autres instruments. Et c'est la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, ils ont eu un enfant métissé qui s'appelle aujourd'hui la Cajun Music, ou Zareko, peu importe, parce que c'est les deux branches du même arbre. Mais vous racontez l'histoire, parce que je pense que nos amis du Québec, ils ne le connaissent pas. Amadé Ardouin était noir. Il était tout petit, il était très élégant, il était noir. Et un soir, après un bal, il suait profusément, et il y a une jeune femme blanche qui lui a offert son mouchoir, avec lequel il s'est essuyé. Et grâce à ça, on l'attendait en dehors du bal et on l'a battu jusqu'à perdre connaissance, et il est devenu affligé. Donc il n'a jamais retrouvé ses esprits. Il est mort dans des conditions abominables à Pineville. Donc tout ça pour dire, il y a cette espèce d'histoire difficile et pénible, parce qu'il s'est essuyé le visage, on l'a battu, et puis on a terminé sa vie. Et c'est le grand-père de l'accordéon, de tous les accordéonistes de cette tradition. En tout cas, alors ça c'est juste pour la petite parenthèse historique. Tu parlais du chemin de fer comme un vrai personnage. Et ça, comment tu as raconté cette expansion vers l'ouest du chemin de fer était incroyable. Et tu le fais par le biais d'un autre personnage qui est un peu l'homme à tout faire de l'un des personnages principaux. Mais c'est un Sicilien ou un Italien. Et il y a aussi toute la question de l'Église catholique là-dedans.
dans cette histoire parce que l'Église est omniprésente, donc les gens sont très catholiques et ils vont à la messe. Et pour moi, j'ai vu un peu cette traversée de Caravaggio. C'est un peu un chemin de la croix pour lui, que cet avancement vers l'ouest et tout ce qu'il a vécu pour enfin terminer de l'autre côté du bassin de la Chafalaya à Vermilion-Ville qui est maintenant la Fayette. Comment est-ce que tu as conçu ce personnage de Caravaggio, parce que lui aussi c'est un personnage incroyable. La difficulté, parce que Caravaggio, il fallait que j'arrive à emmener la Commune de Paris. Parce que la Commune de Paris, pour moi, c'est la période la plus fascinante. Enfin, il y a de la Révolution, il y a 48, mais c'est vraiment la Commune de Paris ça me fascine, comme historien. Et bon, il y avait Sarah Bernard qui avait le théâtre de l'Odéon, il l'a converti en hôpital, en clinique pour les soldats. Et bon, comment je pourrais faire un ruban autour de ce paquet-là pour présenter aux lecteurs? Donc c'était Caravaggio. Et puis c'était édité parce que son histoire était plus longue que ça. Mais finalement, j'ai trouvé l'astuce, parce que c'est aussi un roman à voix chorale. C'est-à-dire il y a plusieurs voix. Il y a André Boudreau, le jeune protagoniste, qui est le narrateur principal. Mais il y a aussi les deux Français à un moment donné. Alors, je voulais, parce que bon, tout ça c'est l'influence de William Faulkner, As Are They Dying. Quand j'ai découvert le roman à plusieurs voix, je trouvais ça vraiment fascinant de pouvoir raconter une histoire par plusieurs personnages. Et donc je voulais aussi donner une voix aux assassins, pour les rendre un peu plus humains. Donc ils sont des orphelins, ils habitent à Belleville, à Paris. À un moment donné, leur mère disparaît, parce qu'il y a des bienfaisants catholiques qui arrivent pour dire une mère indigne, puis on enlève les enfants, on les envoie dans un orphelinat. Alors, Caravaggio, c'est une autre histoire parce que, et moi je suis Giuseppe Garibaldi, c'est quelque chose aussi qui me passionnait. Donc, il fait partie de tout ça, donc il est avec les Italiens qui se battent du côté des communards pendant la Commune. Donc, il finit par une histoire d'amour difficile, partir en Amérique. Donc il arrive ici, et puis si vous allez sur l'avenue Saint-Charles, avant c'était Kolb's. Aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'était l'inspiration de son arrivée à la Nouvelle-Orléans, où il travaillait comme serveur dans un restaurant avant de s'embarquer dans le chemin de fer. Alors je m'embourbe dans l'intrigue, mais Caravaggio, j'avais là encore pas de plan conçu. Je me suis mis devant ma tablette et j'ai commencé à écrire. Et c'est ça le plus fascinant pour moi dans cette histoire-là, c'est que, et je ne savais pas comment ça allait finir non plus, ce roman qui finit, et puis là c'est raconté par Marie, qui a toute raison de se plaindre de ce que la vie, mais qui est aussi, et je devrais lui rendre hommage parce que c'est une femme de 16 ans à qui lui arrive quelque chose d'assez affreuse, et qui est aussi probablement le personnage le plus fort. Donc à la fin, j'ai constaté que ceux et celles qui ne devaient pas avoir le pouvoir, les Noirs, les femmes et les jeunes, étaient en fait les plus forts. Et ça m'a surpris. Et puis parce que je ne savais pas comment ça allait finir. Et quand je savais qu'il y avait une pendaison, parce que ça fait partie de l'histoire, mais comment le roman allait finir, et quand j'étais effondré. Et c'est ça la magie de l'écriture. Pour moi, c'est juste que je ne sais pas d'où ça vient ou quoi, mais c'est comme
dans le vaudou, on en parle des lois comme des esprits qui nous habitent. C'est ça la création. Et les artistes, pas des romanciers qui ont le monopole de l'inspiration, mais tous les artistes confondus et tout être humain de toute façon, quand on passe à travers la membrane qui sépare la vie ordinaire de tous les jours et la magie des esprits et de spirituel. Et c'est ça que je... Donc, la réponse à ta question, comment j'ai fait pour, c'est... Je ne connais pas. Tu parlais un petit peu de cette question de spiritualité, et il y a aussi ce personnage de Marie Agélas dedans, et c'est moi qui projette, parce que quand je vois Agélas écrit, en anglais, ça donne quelque chose de similaire à ageless. Et pour elle, je la voyais comme cette traiteuse, cette guérisseuse, cette femme qui s'y connaissait un petit peu, évidemment, en spiritualité africaine, qui avait été transmise de génération en génération. Et est-ce que tu t'inspirais de quelqu'un de l'entourage de tes grands-parents? Est-ce que quand tu étais petit garçon, est-ce que tu connaissais quelqu'un comme ça dans ton voisinage qui était un peu comme elle? Ouais, d'abord, je veux te corriger au niveau du nom, parce que la lumière de la littérature acadienne, Anthony de Maillet, a écrit un roman avec le personnage qui s'appelle Maria Agélas. Donc j'ai dit, je vais voler un peu de son tonnerre. Alors elle s'appelle Marie Agélas. Soit. Mais donc, là aussi, c'est comme... Ok, bon, c'est comme Richard Ford m'a dit une fois, il a dit à beaucoup de... Mais une fois qu'il est devant une situation dramatique où il ne se passe rien, il fait rentrer un personnage avec un pistolet à la main. Donc, il faut créer le drame, ça provoque toujours des étincelles. Et parce que je ne pratique pas le voodoo, j'y connais à peu près rien, sauf que bon, il y avait une femme de ménage chez nous, quand j'étais jeune, elle s'appelait Martha. Et puis à un moment donné, j'ai dû avoir 15 ans, puis la vie était difficile, comme tous les adolescents. Et puis elle m'a mis de côté. Un jour, elle dit Mon gris pour toi. Je dis Ok. Bon, tout ça pour dire que là aussi, c'est comme la rivière souterraine, ça existe. Le spiritualisme, les guérisseurs, quand j'étais jeune, les insolations, on ne m'emmenait jamais chez le médecin, on m'emmenait chez le guérisseur. Donc, il y avait cette chose-là où c'était assez loin, mais c'était la fusion entre une tradition acadienne, africaine et amérindienne qui a créé la pratique des guérisseurs tels qu'ils existaient. Donc, c'est toujours pas le 7e, et il faut toujours que le guérisseur choisit son apprenti. Donc, je connais des choses, mais c'était une façon, vraiment pour moi, d'une façon assez indécent, en quelque sorte, d'utiliser le voodoo et cette pratique-là comme un intérêt dans le drame. Et c'est un personnage assez important aussi parce que Maria Agélas, elle est traiteuse, et puis à cette époque-là, il y avait du spiritualisme, du Ouija board et puis toutes ces choses-là. Donc j'ai fait assez de recherches pour m'informer, pour ne pas me planter, pour rester crédible. Mais là aussi, c'était un pont entre non simplement le monde des Noirs et le monde des Blancs, mais aussi le monde de l'ordinaire et l'esprit. Donc c'est un thème qui me fascine encore. J'aurais 2 autres questions et puis je pense que l'on pourrait ouvrir la séance et au public pour questionner. J'aimerais parler un petit peu de la langue en elle-même, parce que
quand tu étais interviewé sur la librairie francophone avec Emmanuel Kérad, j'ai réécouté cette émission que tu as enregistrée au Salon du Livre de Montréal. L'une des libraires a dit que quand elle a commencé à lire, elle avait du mal à vraiment se mettre dedans et à saisir le langage, et qu'elle est allée t'écouter, et ensuite elle est revenue à la lecture et elle était complètement dedans après cela. Est-ce que tu as eu, pour positionner vis-à-vis par exemple des Européens et des Nord-Américains francophones, est-ce que tu as eu ce genre de remarques d'autres personnes vis-à-vis de la langue? Non, mais bon, j'étais vraiment très étonné par ce commentaire, parce que justement elle disait que bon, elle ne rentrait pas du tout, mais elle a écouté ma musique, et puis là ça fait une espèce de déclic, et puis elle a pu mieux rentrer. Je pense qu'il y a un style de syntaxe qui est propre à la Louisiane, et c'est pas simplement une question de vocabulaire, mais moi j'avais un énorme souci, j'avais deux soucis par rapport à la langue. D'abord, je voulais rester fidèle à cette sonorité du français parlé par mes grands-parents, qui était unilingue francophone. Donc la sonorité, c'était important. Mais je voulais toucher un public international. Donc il fallait faire un compromis avec le français standard. Et c'était un combat de longue haleine avec mon éditrice, Marie-Ève Gélina, page par page. On a passé, puis il y a des fois je disais OK, il y a des fois je disais non. Et puis c'était une négociation importante pour moi, parce que je ne veux pas rester dans un ghetto. De toute façon, je pense que si on fait tomber une bombe sur cette pièce, la francophonie louisianaise lettrée aura souffert un très grand coup. Donc, il faut, juste par la force des choses et du bon sens commercial, se dire, en Amérique du Nord, du moins, si on veut avoir un public, ben, il y a le Québec. Et si on est très ambitieux, puis on va avoir un public international, ben, il y a la France. Donc, on cherche toujours un éditeur français qui sont un peu, c'est comme, wow, c'est quoi ça? C'est du français, mais et je voulais absolument éviter le piège de l'exotisme. Je veux pas que ça soit du français cassé, comme on dit. C'est la police de la langue qui nous appelle. Je voulais en même temps rendre hommage, parce que c'est un roman qui doit être lu à voix haute en quelque sorte. Et puis on espère avoir trouvé le temps de pouvoir faire un audiobook, parce que c'est important cette sonorité pour moi. Et c'est d'abord une question d'accent, question de vocabulaire qu'on a résolu avec la solution la meilleure, je pense, avec des notes en bas de page pour expliquer c'est quoi un chaoui ou un boscoyo, sans avoir à tourner jusqu'à une espèce de postface. Mais cette question de langue, pour moi, est très importante sur plusieurs niveaux. D'abord, de compréhension francophone, parce que moi, j'insiste sur le fait, et nous sommes la preuve ce soir, que la Louisiane francophone existe. Elle a une place à prendre à la table de la grande francophonie. Elle a son mot à dire, elle a son histoire à raconter, dans ses propres mots. Et je voulais rendre hommage, et c'est un autre outil que je dois remercier Dana Kress encore, parce que je vous encourage de passer à travers le catalogue qui est affiché. Il y a énormément de richesses, et puis on a aussi des jeunes auteurs qui sont en train, parce que bon, peut-être je suis le premier à traverser le pont depuis un certain temps, mais il y en a d'autres qui me suivent et qui vont me dépasser. Et ça me plaît énormément. Et donc, il ne faut pas qu'on reste dans un ghetto d'exotisme. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'incompréhensible. Mais en même temps, c'est important pour nous de respecter
de respecter la sonorité de notre parler. Bon, pour terminer, je vais te demander de... Ah, c'est pas la même édition. C'est la version canadienne. Je peux te emprunter 2 secondes. Cela, je prends juste ça. D'accord. Ok. Je vais te demander de lire pour tout le monde la phrase dans ce livre qui m'a perturbé, mais qui m'a vraiment, vraiment perturbé. C'était un choc incroyable et j'étais complètement déboussolé. Je ne sais pas si c'est un compliment ou... Est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase, juste là, sur la page 301, et après cela, on va écouter les questions. Donc, ça parle, pour mettre un peu de contexte, il y a le prêtre, parce que les femmes s'organisent, il y a aussi les femmes qui s'organisent. Donc il y a une femme lettrée qui fait le tour du pays, et il y a une scène très touchante pour moi, parce que c'est une veuve de sudiste, une femme riche et influente, qui maintient son pouvoir dans un monde de macho d'après-guerre. Et elle se donne la mission d'aider les habitantes, donc elle arrive chez l'habitante, la mère du narrateur, avec un pamphlet pour dire, entre autres choses, il faut bouillir le lait, il ne faut pas faire boucherie trop près du puits d'eau, etc. Donc des mesures d'hygiène assez de base. Elle donne ça à l'habitante, et l'habitante est accablée, parce qu'elle est illettrée. Donc ça aussi, je voulais toucher à cette chose-là, parce que j'ai connu des Cajuns illettrés. Et de pouvoir lire et écrire, pour eux, c'était la magie. Comment on peut graphiller sur un bout de papier, puis envoyer ça à l'autre bord du monde, quelqu'un ouvre l'enveloppe et comprend ce qu'on a dit. C'est de la magie. Donc, je voulais toucher à cet aspect-là. Donc, elle arrive et puis elle propose à l'habitante de lui apprendre à lire et écrire. Mais on ne peut pas faire ça au découvert, parce que les maris vont s'imposer. Ça fait qu'on organise des séances de courte pointe, et les dames s'organisent entre elles, et puis elles apprennent. Et de ça est née une société de tempérance. Donc il y a un énorme conflit avec le prêtre, qui est très jaloux de son pouvoir, de voir des femmes qui se manifestent devant l'église le dimanche, en train de réclamer la tempérance avec leur mari qui bon ton roulé, c'est bien connu. Et donc, il y a à un moment donné, il refuse de donner communion à la dame, parce que justement, elle est trop féministe. Ce n'est pas un roman féministe, mais les femmes sont fortes. Et puis, moi j'étais élevé, je vais raconter une petite anecdote, mon grand-père louait une maison à la paroisse de Lafayette pour un succursale de la bibliothèque. Donc il y avait ma tante Iris, c'est une pièce à peine aussi grande que celle-ci, et avec plein de livres. Et ma tante Iris, qui était la bibliothécaire, avec un chignon tellement serré que je ne sais pas comment elle arrivait à parler, comme ça, en grimaçant tout le temps. Et j'étais élevé dans cette maison. Il y avait ma grand-mère, ma tante Rita, ma tante Iris et ma mère. Donc, les livres et les femmes, pour moi, c'est le paradis. Donc, je voulais rendre hommage à cette... Parce que bon, on est dans une société de machos, mais les femmes cajunnes, c'est le col qui garde la communauté ensemble. Donc, je voulais rendre hommage à cette force. Donc,
la dernière phrase. La toute dernière. Ben, je vais donner un peu... C'est une phrase percutante. Alors, le patriarche, qui est aussi le magouilleur le plus généreux, donc très influent, et le prêtre, il est canadien, parce qu'on se demande comment ça se fait que, bon, l'histoire de l'Acadie, parce que nos prêtres étaient soit acadiens ou québécois, canadiens, pas de France, mais du... Non. Et il y a eu cette relation maintenue francophone depuis très, très longtemps. Ma grand-mère savait qu'on était déportés, savait qu'il y avait un grand dérangement, elle n'aurait jamais pu trouver l'Acadie sur une carte. Donc c'était les prêtres qui ont maintenu cette chose-là. Mais tout ça pour dire que le patriarche, il vient pour dire, parce que là, il y a un enfant bâtard que le prêtre refuse de baptiser. Alors le patriarche, il prend le prêtre, il le soulève et lui fait une leçon de catéchisme. À la suite de laquelle le prêtre est rentré dans la maison, tenait le petit sac. C'est un sac de pièces en or. Il était en velours violet amarré avec un fil doré. Ses mains tremblaient encore. En l'ouvrant, il a trouvé 100 $ américains en pièces d'or. Retournant à sa table, il a placé le sac à côté du bol et a recommencé à manger. Le gombo était froid. Le gombo était froid, ça c'est... Voilà. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci à Joseph de ne pas me piéger avec trop de questions. Et puis, je vous souhaite bonne lecture. Et puis, je voudrais remercier encore mes amis du Shreveport qui sont venus pour soutenir la littérature française en Louisiane. Je vous encourage d'acheter ce livre en multiples copies et aussi d'acheter tout le catalogue des éditions Tintin-Moire à son grand complet. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions pour Zacharie? Zacharie, je sais que ça serait une tâche énorme, mais pour nous transmettre la sonorité de la langue, je crois qu'il serait un grand cadeau de faire une version auditive de ce roman. Oui, il faut trouver le temps. Voilà. Parce que ça prend du temps. Oui. Et du temps, bon, malheureusement, ça ne s'achète pas au Super One. Donc, j'espère de pouvoir le faire un beau jour. Je ne peux pas te dire quand, mais probablement l'année prochaine, parce qu'on a décidé qu'on allait prendre une année sabbatique-ish. Donc, on va pouvoir s'adresser à la question d'une façon, mais ouais, oui, bien entendu, et je le ferai juste pour toi. Merci. Bon, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que l'Alliance française a très généreusement offert à boire. Donc, je vous remercie de votre présence. Et puis encore à Corley et à Amélie, merci pour l'accueil. Monsieur le consul de France, monsieur l'ancien consul de France, et puis à tous nos visiteurs du Québec et d'ailleurs, et du nord de la Louisiane, qui est un autre pays. Merci beaucoup. Ah, merci. Ah oui, oui, oui.